Bonjour, bienvenue. Alors, ce titre était proposé en fait par Christine Pal. C'était un peu pour faire écho à ce focus sur la Suisse dans l'édition 2013 de Drawing Now. Et c'est aussi une manière de faire écho à une exposition qui a marqué les esprits en Suisse. C'était Voici un dessin suisse, dont Julie Henkel-Julia, ici présente, était la commissaire, et qui a eu une occurrence à Genève et une occurrence à Aarau. C'était en 2010. Donc, Voici un dessin suisse, c'était plutôt une sorte d'affirmation. Y a-t-il un dessin suisse? C'est plutôt une question. Et on va parler de ça, mais on va surtout parler de dessin, et puis d'œuvres et d'artistes, en tentant quand même 2 ou 3 approches ou éléments de réponse par rapport à cette question. Ça va? Il me semble qu'il y a pas mal d'écho, non? Ça va. Ok. Bon, alors, les intervenants vous ont été présentés. Ce que je vous propose, c'est de faire une sorte d'introduction par un choix forcément subjectif, mais quand même assez représentatif de quelques artistes marquants du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et qui ont une signification particulière par rapport au dessin. Après, on arrivera un petit peu à la période des années 70 qui sont très importantes pour un certain nombre de prises de conscience, d'expositions qui se sont passées. Et puis on arrivera jusqu'à aujourd'hui en discutant peut-être d'abord avec Julie Henkel-Juliard, puis André Rogers va parler de la collection du Crédit Suisse, et enfin Didier Rittner parlera de sa pratique, et évidemment chacun sera invité à intervenir à tout moment dans le fil de cette discussion. Alors, quelques artistes. Alors, c'est chronologique au niveau des dates de naissance. Donc là, on est dans le 19e siècle. Et puis, comme l'art brut ou assimilé a maintenant un renouveau d'intérêt et est présent dans beaucoup de manifestations, et le sera à la Biennale de Venise et à la Biennale de Lyon et ici. Donc à tout seigneur, tout honneur, on commence par trois personnalités importantes, évidemment. Adolf Wölfli. Alors les images sont beaucoup prises de livres pour simplement indiquer un petit peu des orientations, mais je n'avais pas les images de tout. Adolf Wölfli, très, très important, donc né en 1864. Louis Souter, que vous avez, vous, public parisien, eu l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir plutôt, l'année dernière à la Maison Rouge, avec une exposition vraiment importante. Et Emma Kunz, également une artiste très importante, qui d'ailleurs aura les honneurs, bien après son décès, de la Biennale de Venise cette année. Voilà, ça c'est un peu un socle d'artistes issus du 19e siècle. On fait quand même un saut avec un autre artiste très méconnu, mais qui sera également présent à la Biennale de Venise, Hans Scherer. Donc là, on est dans des dates de naissance à la fin des années 20. André Tompkins, immense artiste, et qui d'ailleurs a rejoint l'écurie Hauser & Wirth relativement récemment. Ça veut dire aussi beaucoup de choses, parce qu'il n'était pas si connu que ça, pas si diffusé que ça jusqu'à il y a quelques années. Dieter Roth, immense artiste qui est également chez Hauser & Wirth et qui avait eu notamment une énorme exposition il y a une petite dizaine d'années, 2005 je crois, au Schaulager à Bâle. Alors là, on saute encore un petit peu une génération. C'est des artistes nés dans les années 40, Marcus Retz. Donc vous avez pu voir une exposition il y a 2 ans, je crois, à la Bibliothèque nationale Richelieu. Et il y avait eu également la MEP il y a quelques années. Toujours Retz. David Weiss, dans sa production des années 70, donc avant le début du duo avec Peter Fischli,
qui a démarré en 1980. David Weiss a eu une production importante de dessins entre 1974 et 1979. Et son travail de dessin va faire l'objet d'une exposition monographique au Bündner Kunstmuseum, donc à Coire, à l'automne 2013. Et à cette occasion seront publiés les facsimilés de ses carnets de dessin. Donc je crois que ça sera 6 ou 8 volumes. Un gros travail qui est piloté par son fils, Oscar. Ça, c'était une expo de quelques œuvres de David Weiss au Centre culturel suisse l'année dernière dans le cadre d'une présentation de la collection privée Andreas Zust, qui est en dépôt au Aargauer Kunsthaus. Martin Dissler, grand peintre, mais également dessinateur. Myriam Kahn, très importante représentante pour Bâle, mais bien au-delà. Et puis, j'ai retrouvé un dessin comme ça qui était en fait la première série de pratiques de Myriam Kahn quand elle avait une pratique de dessin dans l'espace public, donc à la sauvage. Et ironie de l'histoire, quand elle est devenue plus connue plusieurs années plus tard, la ville de Bâle lui a demandé de faire ce qu'on appelle en Suisse un Kunstambau, c'est-à-dire des interventions affiliées à des bâtiments. Et elle a bien sûr refusé, parce que c'est quelqu'un de très très entier. Elle s'est dit, voilà, j'ai fait ça quand je voulais le faire, de manière libre et en choisissant exactement tous les paramètres de cette pratique, mais je ne veux pas le faire sur commande. Alex Hanneman, qui est un artiste qui est aussi montré par la galerie Jordan, ici présente sur la foire. Sylvia Beschli, bien sûr, une des artistes majeures du médium dessin en Suisse, qui a eu déjà les honneurs d'une exposition personnelle au Centre Pompidou il y a quelques années. Les fameuses constellations de Sylvia Beschli. Alain Huck, artiste très important basé à Bâle. Là, c'est une vue d'une expo l'année dernière qui était au Centre culturel suisse. Pardon, à Lausanne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alain Huck, bien sûr, est un artiste de Lausanne. Ugo Rondinone, que vous connaissez bien, qui a une expo actuellement chez Almin Reich et qui avait été l'artiste du Festival d'automne il y a quelques années. Les sœurs Claudia et Julia Müller, également de Bâle, enfin, même si elles se sont pas mal déplacées. Sylvia Bonvicini, artiste très peu connue, mais qui pratique ce dessin à la pyrogravure sur moquette. Là, c'est dans une salle de 6 mètres par 6 à peu près. Donc c'est une moquette au sol, même si on ne se rend pas forcément compte. Le musée Jenisch a également publié une minographie sur ce travail. Didier Rittner, qu'on aura l'occasion de revoir, mais là ça donne, c'est une œuvre produite il y a 3 ans, et c'est un transfert sur soie, sur lait de soie. Marc Bauer, qui est actuellement exposé au Centre culturel suisse avec notamment ses grands dessins muraux. Un autre, Ingo Ginzenhammer, artiste. Alors là, on voit une intervention dans le Thun Panorama, dans le canton de Berne, où il a réagi. Vous voyez dans la partie du haut, c'est le plus ancien panorama au monde encore conservé, qui remonte au XVIIIe siècle. Et en fait, il a fait une intervention l'année dernière en réaction ou disons en écho à ce panorama. Et puis on termine avec la plus jeune, née au début des années 80, Martha Riniker-Radisch. Et un peu de couleur. Alors, évidemment, cette traversée indique simplement, nous permet de mettre quelques images dans la tête et d'avoir quelques repères. Donc, je mentionnais tout à l'heure les années 70. Il y a eu beaucoup d'expositions dans les années 70 qui ont commencé à se concentrer sur le dessin. L'une d'elles, c'était Mentalität Zeichnung, organisée au Kunstmuseum de Lucerne par Jean-Christophe Amann en 1976. Là, c'est Anton Bruyn, également un artiste important. Une autre, c'était un dessin suisse, c'était la décennie 1970-80 qui était étudiée au Musée Rath par Charles Goerd et John Armleder. Alors là, c'est
d'autres types de dessins, Jean Tinguely, Bernard Le Guillemul. Et puis enfin, pour aller très vite, le dernier en date, donc 2010, cette exposition Voici un dessin suisse, donc, dont Julien Keljulier était la commissaire et qui a été montrée au Musée Rat à Genève et au Aargauer Kunsthaus. Alors, puisqu'on en est là, on va peut-être enchaîner avec toi, Julie. Le propos de cette exposition en 2010, aussi en connaissance de cause de tout ce qui avait été cristallisé à partir des années 70 autour de cette question du dessin, pourquoi et comment? Bien, alors je vais essayer de répondre, merci, merci de poser cette question. Déjà peut-être une chose, le titre de l'exposition provenait d'un dessin d'un artiste vaudois qui s'appelle Genet Mayor et qui avait dessiné cette phrase assertive, voici un dessin suisse, de manière très ironique, en posant cette question-là, de savoir si, lorsqu'il dessinait, il donnait des formes qui pouvaient être identifiées comme des formes liées à sa nationalité. Donc évidemment, on n'était pas, quand on a monté cette exposition, dans un propos de ce type-là. Il s'agissait plutôt de poser à la fois de faire à la fois une sorte de coupe transversale dans la scène artistique suisse du moment pour montrer les différentes pratiques. Alors on avait, je vais peut-être juste attendre qu'ils nous... Je peux continuer? Vous m'entendez? On avait réuni 42 artistes à ce moment-là dans l'idée de vraiment une sorte de prise de température de la scène artistique du moment en Suisse. Alors évidemment, les artistes n'avaient pas tous un passeport suisse, hein, ils étaient de près ou de loin liés à ce pays. Et puis, c'était une manière pour nous de poser une question qui était plutôt de l'ordre de la réception du dessin en Suisse, à partir d'une histoire, des expositions liées à ce médium. Et là, les recherches se sont avérées très intéressantes parce que on en est arrivé à cette conclusion-là, s'il y avait une spécificité suisse dans tout ça, elle était bien de l'ordre de la réception du dessin. Alors je vais peut-être donner quelques explications sur cette question-là. La réception... j'entends par là une légitimité assez précoce de ce médium dans les différentes institutions qui ont présenté de l'art contemporain, je dirais à partir de la fin des années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le dessin a bénéficié de cette légitimité-là? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé à partir de ce moment-là cantonné uniquement dans des cabinets d'art graphique assez sombres avec un plafond bas, mais qu'il était exposé en tant qu'œuvre d'art, en tant que tel, aux côtés des autres œuvres présentées? Eh bien, tout cela est dû à un certain nombre de projets curatoriaux, de stratégies d'exposition qui ont été mises en place à partir de la fin des années 60 par des personnes qui ont joué un rôle, je dirais, fondamental dans l'histoire de l'exposition de l'art contemporain, et en particulier par Harald Zeman, directeur de la Kunsthalle de Berne jusqu'en 69 et jusqu'à cette fameuse exposition Quand les attitudes deviennent formes, qui lui vaudra son poste. Et son assistant de l'époque, qui ensuite deviendra le directeur du Kunstmuseum de Lucerne, Jean-Christophe Amann. Ces deux personnes sont des personnes qui, comme on le sait aujourd'hui, ont joué un rôle fondamental dans la valorisation d'un certain art contemporain à cette période-là, d'un art dans la valorisation de l'art conceptuel, bien sûr, et dans des partis pris qui visaient à valoriser une certaine forme d'art, je dirais, anti-bourgeois. À l'époque, si on replace ça vraiment dans les questionnements socioculturels de la fin des années 60, hein, qui sont vraiment, en particulier je pense en France, mais en Suisse aussi très importants, il s'agissait de prendre le contre-pied
d'un art qui était préconisé par, je dirais, la bourgeoisie en général. Alors peut-être pour faire court, une jolie nature morte peinte à l'huile sur un châssis qu'on pouvait mettre au-dessus du canapé du salon, par exemple. Et alors je schématise un petit peu, mais dans les discours de Zeman, il y a vraiment cette notion-là qui ressort très clairement, c'est-à-dire de valoriser un art que l'on ne peut pas s'approprier de cette manière-là, un art qui n'est pas lourd technologiquement. Il va beaucoup critiquer d'ailleurs les prémices de l'art numérique, c'est très intéressant. Donc tout ce qui concerne la haute technologie ne l'intéresse pas. Et ce qu'il valorise à ce moment-là, ce sont avant tout des intentions artistiques qui vont prendre la forme de performances ou d'objets ou d'attitudes ou de textes ou même de dessins. Alors Harald Zeman lui-même ne va pas faire des projets qui vont traiter directement de dessin ou se référer directement au dessin, mais son suiveur, ou disons son assistant et celui qui deviendra le directeur du Kunstmuseum de Lucerne, Jean-Christophe Amann, lui va beaucoup travailler sur la valorisation du dessin. Alors, après, quand les attitudes deviennent forme, Jean-Christophe Amann organise une exposition très importante qui est une sorte de prolongement de cette première exposition et qui va s'appeler Visualisiertes Denkprozesse, le processus de visualisation, qui va porter sur un certain nombre d'artistes suisses, mais qui présente là très particulièrement des œuvres qui vont être encore une fois de technologie extrêmement légère. Alors si on parlait de Markus Retz tout à l'heure, à l'entrée de cette exposition, il y a une photocopieuse. Et tout visiteur qui vient visiter l'exposition peut photocopier à tout moment un dessin de Markus Retz et l'emporter chez lui, dans l'idée vraiment d'une accessibilité accrue de l'œuvre d'art, mais aussi d'une désacralisation de l'objet. Donc il y a vraiment cette idée qu'à partir de ces projets-là, on va exposer le dessin et d'autres médiums. Hein. Il y a vraiment des expositions transmédiales, comme on dit aujourd'hui, mais qui prennent le contre-pied des expositions de peinture traditionnelle. Et puis, il y a ce moment important, une forme d'aboutissement dont parlait Olivier Kayser, qui est cette date de 1976, qui voit deux expositions de dessin très importantes arriver en Suisse. Mentalitätszeichnung, celle qui était organisée au Kunstmuseum de Lucerne par Jean-Christophe Amann, et qui est très importante parce qu'elle expose des pratiques d'artistes suisses, mais qui pose comme équation ou comme affirmation que le dessin est une mentalité, je dirais, est une attitude, pour reprendre le vocabulaire de Zeman. Hein. C'est une attitude de faire du dessin à ce moment-là. Et c'est un parti pris artistique qui n'est pas celui de la peinture. Et c'est très important pour Amann de valoriser ces partis pris-là qui sont anti-consuméristes, disons. Dans l'introduction de ce catalogue, Jean-Christophe Amann insiste sur le fait que le dessin, c'est vraiment le témoignage ou le premier élément visible de l'idée. Hein. C'est la manière que l'on a de déceler l'intention artistique la plus précoce. Et donc, ça fascine évidemment de voir du dessin dans un moment où on se passionne pour l'art conceptuel, parce que le dessin est comme la première incarnation de cet art impalpable. Donc on rejoint d'ailleurs Federico Zuccari qui parlait du disegno interno. Hein, on est vraiment dans ce moment où on peut déceler l'intention artistique à travers le dessin. Ça, c'est 1976, et cette même année-là, il y a cette très grande exposition organisée par Bernice Rose à New York qui s'appelle Drawing Now et qui est accueillie au Helmhaus à Zurich. Et ça, c'est un acte aussi très fort. Alors, quand l'exposition vient en Suisse,
On expose aussi un certain nombre de dessinateurs suisses, mais ça montre qu'on s'intéresse à ce moment-là à des projets curatoriaux qui ont lieu outre-Atlantique et qui traitent d'un médium en particulier, mais aussi évidemment du médium dans son champ élargi. Donc il y a très tôt en Suisse une visibilité qui est accordée à ce médium, et c'est en cela qu'on peut dire que le public suisse est assez habitué en fait à voir du dessin dans des espaces d'exposition qui ne sont pas spécifiquement dévolus à ce médium. Je ne sais pas si ça répond. Oui, ça répond. En tout cas, très bien, mais c'est toujours partiel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Julie, dans son introduction à ce livre et dans un autre texte à paraître, parle beaucoup propose des extraits de textes qui ont été publiés dans les années 70. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une interrogation sur cet aspect suisse du dessin, mais que les gens s'accordent à dire qu'il n'y a pas vraiment d'art suisse. Par contre, le dessin a un certain nombre de spécificités, et il y a ce côté, même qui peut être considéré comme négatif, ce côté discret, ce côté intime, ce côté petit format. C'est un peu ce qui a été, disons, cristallisé par un pamphlet de l'écrivain Paul Nizon en 1970, qui est Discours sur l'étroitesse, et qui disait que finalement la Suisse enfermait un peu ces artistes et ne les laissait pas créer. Et en fait, le dessin, c'était peut-être le refuge qu'ils se trouvaient, parce qu'en fait, ils pouvaient travailler discrètement, comme ça, un peu faire des gribouillis. Il y a des textes qui parlent de manière assez péjorative de certaines formes de dessin. Et en fait, il y a quand même un peu cette atmosphère dans les années 70. Il y a ce que Julie vient de parler, ce côté process, ce côté idée, ce côté que tout passe par le dessin finalement, même si le dessin n'est pas une fin en soi. Mais il y a aussi ce côté un peu étriqué. Et puis historiquement, certains considèrent que l'émancipation de cette espèce d'étroitesse d'esprit est venue de la part d'artistes, notamment avec une des toutes premières expositions personnelles de Fischli Weiss, c'était en 1981, et c'était la fameuse série des petites sculptures en terre, parce qu'en fait le titre de cette le titre de cette série, c'est Plötzlich diese Übersicht, donc soudain cette vue d'ensemble. Et en fait, il y a quelque chose d'assez particulier avec cette exposition, c'est-à-dire que cette exposition a eu lieu dans un espace qui s'appelle Enge, à Zurich, et il se trouve que le titre original du livre de Paul Nizon, c'était Discours in der Enge. Et donc, certains ont vu une sorte de coïncidence, de réponse, d'ouverture à cette espèce de fermeture ou d'étroitesse que dénonçait Paul Nizon 10 ans plus tôt. Et à partir de là, c'est vrai que les enjeux ont peut-être un peu changé, en tout cas évolué, jusqu'à des choses qui sont plus de l'ordre de l'affirmation maintenant. Évidemment, peut-être encore une citation de la part d'un autre acteur de cette époque, Charles Goer, qui était conservateur au Musée d'art d'histoire de Genève, qui disait, voilà, concernant l'aspect suisse, il va de soi qu'on ne peut trouver à cette multiplicité d'exceptions un dénominateur commun qui serait helvétique dans le sens ethnique du mot. Il est convaincu en revanche que ce médium était le mode d'expression que les créateurs suisses de cette décennie, donc 70-80, adoptent de préférence et par lequel ils parviennent à réaliser les œuvres les plus fortes de la production artistique du pays. Et enfin, c'est le dessin qui catalyse le mieux, par ses procédés techniques et son format, le défi des artistes suisses. Donc tout ça, c'est des citations aussi relevées par Julie. Et donc il y a quand même une sorte de conscience que quelque chose se passe spécifiquement dans le champ du dessin et avec cet esprit suisse. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter par rapport à ça, Julie, ou à contredire. Peut-être pour ensuite te passer la parole, dire que cette reconnaissance du médium, elle n'est pas uniquement dans les stratégies d'exposition, mais elle se fait aussi par le biais des acquisitions que les acteurs institutionnels peuvent faire,
de la publication d'un certain nombre d'ouvrages. Enfin, la valorisation ou le soutien qu'on peut octroyer à des artistes qui pratiquent le dessin, elle a différents biais. Et tout ça concourt à soutenir ou à reconnaître ou à légitimer cette pratique assez tôt. Et un des témoignages de ce soutien. Oui, alors, en fait, je voulais quand même aboutir à cette exposition-là, la tienne, parce que là, on parle beaucoup des années 70, mais finalement, là, on est quand même 30-40 ans plus tard. Pourquoi faire cette exposition à ce moment-là, qui se réfère beaucoup à ce qui s'est passé 30-40 ans plus tôt, mais juste un mot sur cette exposition proprement dite. En fait, le projet, il est parti d'un certain nombre d'écrits qui ont été commis par des acteurs institutionnels des musées suisses, donc Charles Görg, on en a parlé, mais d'autres encore, et qui ont toujours plaidé pour cette spécificité suisse du dessin. Et je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et j'ai simplement, en faisant cette exposition, à la fois cherché à donner un panorama de ce qui se passait sur le moment, mais aussi cherché à comprendre de quoi on parlait, en fait. Et c'était une manière de problématiser tout ça. Après, je pense qu'au-delà des spécificités qui, à mon sens, ne concerne que l'histoire de l'exposition du dessin en Suisse, on peut se poser la question de savoir pourquoi un artiste, et un artiste suisse et un artiste d'un autre pays, choisit le dessin comme médium de prédilection. Mais là, dans ce panorama-là, je ne pense pas qu'on a voulu, et surtout pas, disons, démontrer qu'il y avait une spécificité de l'art suisse. Je pense qu'il y a des aspects qui ont considérablement évolué entre les années 70 et 2010, notamment le format. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent le dessin, mais en très grand format. Didier Rittner en est un exemple, Marc Bauer aussi, Alain Huck aussi, Ingo Ginzenhammer aussi. Il y en a d'autres, bien sûr. Et puis, il y a le temps que ça prend. Hein, ces formats, ces wall drawing, ça prend du temps, c'est pas juste des esquisses, il y a toute une série de problématiques nouvelles. On peut aborder un certain nombre de ces problématiques par le cas, voilà, d'une collection d'entreprises. Donc on a la chance d'avoir André Roger qui est le curateur, enfin le conservateur de la collection du Crédit Suisse, donc basé à Zurich. Comment ça se passe? Quels sont les critères de choix pour l'acquisition des œuvres d'une collection de ce type? Comment ça se passe aussi en réfléchissant entre l'œuvre et le lieu dans lequel elle est destinée, pour lequel elle est destinée? Oui, si je parle de la collection du Crédit Suisse, il faut vraiment dire que ce n'est pas une collection pour la première chose. Pour la première chose, c'est une promotion. On veut supporter la scène suisse, la scène artistique suisse. On essaie de trouver des jeunes artistes pour acheter une première œuvre et puis on aimerait bien les suivre pendant leur carrière. Ça, c'est le but principal. C'est comme un partenaire du sponsoring culturel de la banque. On veut acheter des œuvres pour supporter la scène suisse. Et donc, de cela se déroule comme la collection, enfin. Et notre travail, c'est vraiment de lier les deux choses, de ne pas seulement acheter des choses des artistes jeunes qu'on trouve intéressants, mais aussi trouver un focus pour notre collection. Et pour le Crédit Suisse, c'était toujours important d'avoir cet angle suisse. On a seulement exposé jusqu'à maintenant, on expose seulement la collection en Suisse, dans les bâtiments suisses. Mais parce que c'est tellement, disons, un peu limité en termes de géographie, on essaie de trouver un choix de médias. On veut vraiment représenter tous les médias. Also même le vidéo et des choses qui sont difficiles à intégrer dans une institution comme la banque, il y a des fonctions. Et on a vraiment fait un focus sur le dessin récemment parce que je pense que
si vous travaillez dans une banque, ce ne sont pas des salons, ce ne sont pas des espaces neutres, ce sont vraiment des espaces de travail. Et le dessin, je pense que ça marche bien en termes de cette ambiance. Et aussi, quand je vois les dessins, ils sont dans le musée, ils sont dans les Kunsthallen, ils sont dans les galeries, ils sont toujours dans une ambiance d'art. Ils sont mis par les artistes et les artistes ont l'opportunité de lier les choses. Also, comme Didier le fait, also, ils font des ensembles, des travaux, on a plusieurs salles et c'est vraiment les liaisons entre les dessins ou entre les œuvres qui est important. Et chez nous aussi, on ne peut pas, hein, on a seulement 1 ou 2 ou 3 au maximum. Et donc pour ça, il faut faire attention qu'on peut le lier avec le contexte total. Et le dessin a l'avantage pour nous que ça se lie aussi avec d'autres médias. On peut inclure des sculptures par exemple, il y a des dessins qui incluent les vidéos aussi. Et pour ça, on a, je pense, des possibilités. Une chose aussi pour moi que je trouve qu'on peut bien faire, c'est montrer les dessins grands. Also, quand les dessins grands sont exposés au musée, normalement c'est pour 2 mois quelque chose, et c'est vraiment pas un médium qui reste longtemps. La peinture, also, on a des peintures, je ne sais pas, de Hodler, qui sont dans des centaines, pour 100 ans, ils sont dans le même espace. Et quand on vient à Zurich, on sait l'Hodler est là, et Raphaël est là, et tout ça. Et pour le dessin, c'est jamais le cas. Et chez nous, on a des foyers, et on a des places où on peut vraiment mettre des grands dessins pour une longue durée. Et nous, on essaie aussi de vraiment avoir un bon cadre avec un verre qui coûte cher, qui est anti-UV, afin qu'on puisse montrer tellement longtemps. Et pour ça, c'est formidable que la Suisse a une scène tellement riche en dessins, parce qu'on peut vraiment faire une collection de ces œuvres qui sont là, des artistes jeunes aussi. Oui. Tu veux commenter un peu? Oui, je peux. Also, ça c'est une chose très récente. À Uetlihof, à Zurich, c'est un bâtiment tout neuf pour 200 employés. On a seulement un foyer où on a vraiment pu mettre de l'art. Et là, on a 2 très grands dessins. Un de Mark Bauer qui est en 9 parties. Et Mark Bauer, comme vous voyez au centre aussi, normalement, il dessine sur le mur directement ou il fait des feuilles qu'il pique sur les murs. Seulement les tout petites choses sont encadrées. Et je pense que ça change beaucoup. Si on fait un cadre comme ça, l'œuvre reçoit comme cet aspect d'éternité plus. Je ne sais pas si c'est vraiment le destin du dessin aussi, mais au moins on peut avoir une autre lecture du travail, je pense. Et la même chose avec l'autre dessin et de Franziska Furter en bas, qui n'a pas encore mentionné. C'est un dessin de 4 mètres de l'encre de Chine. C'est un lac. Et je crois que c'était dans l'expo, oui aussi. Hein. On est vraiment on est écoulé par le lac. Et pour nous, c'est aussi important qu'une œuvre peut supporter, j'ai déjà dit, par soi, par elle-même. Aussi pour les employés, il faut faire beaucoup de médiation dans la banque. Also les gens, en particulier si les choses ne sont pas colorées très fort, il faut vraiment expliquer, il faut montrer un angle pour que les gens puissent entrer dans la matière. Ça, c'est Boris Repeté. C'est un artiste qui départ de l'architecture plutôt, qui devient plus biomorphe, disons. Là, c'est un grand dessin, un Paradeplatz aussi, où on a des lieux historiques. On a aussi un petit dessin qui manque. Maintenant, on essaye aussi de faire des petites. Also, on a toujours un artiste. Also, dans le salon, seulement un artiste, on essaye de combiner ça aussi. Et les sœurs Müller, also Claudia und Julia Müller, là où on a déjà acheté des œuvres très tôt, heureusement. Also, on achète beaucoup des œuvres des artistes jeunes. Et parfois, ils ne continuent pas, mais le bon moment, naturellement, c'est quand ça continue. Après 10 ans, on peut acheter des autres et on peut voir là la connexion entre les choses. Et oui, et l'autre, la dernière, je crois, c'est Zilla Leutenegger, qui n'a pas encore été mentionné. Et ça, ce que je disais avant, que ça se mêle aussi avec d'autres médias. Et bien sûr, c'est dans une salle, un hall de clients à Saint-Moritz. Et bien sûr, je crois que ça a un grand élément de surprise, j'espère, si ça se bouge même. Et je crois aussi que ça a une belle présence dans un espace comme ça où il y a beaucoup de monde. Et, oui, j'espère.
L'autre que j'ai, c'est New York. Ça a du son. Et ça, c'est vraiment le pic. S'il y a encore un son, trouver un espace où ça marche du tout. C'est vraiment dessin vidéo. Oui, oui. Ça, il y a un son mélancolique. Et Cécile Hummel, c'est aussi un artiste qu'on a collectionné pour longtemps déjà. Elle aussi, elle fait des murs. Tout le monde qui écrit sur elle, c'est toujours sur les choses qui passent entre les œuvres. Elle combinait ça avec des photos aussi. Et nous, parfois, on a deux. Et ces deux travaux qu'on a ici, ils n'appartiennent pas ensemble. Peut-être c'est un peu roussé, je ne sais pas. Mais de toute façon, peut-être vous voyez ce que je voulais dire, que les œuvres doivent rester eux-mêmes. Ils sont tous pour soi. Ils doivent supporter ça. C'est une différente signification. Je crois que c'est pas le musée, comme je dis, c'est une différente lecture. Mais comme c'est la banque, c'est vraiment ce qu'il faut faire, je crois, avec les possibilités qu'on a. Et aussi, parfois, c'est cette œuvre de Damián Navarro que j'aime beaucoup. On a toute une série et on voulait mettre une série, mais à la fin, on a seulement choisi un. C'est le même bâtiment Uetlihof que j'ai montré à la fin et au début. Il y a des choses je crois que ça change le dessin beaucoup avec ce truc de lampe. Peut-être c'est peut-être très terrible pour l'artiste que ça se passe, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'était un essai. On trouve si on peut supporter, je vais souvent, je m'assois un peu et je pense, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Mais jusqu'ici, on a laissé. Mais peut-être il faudrait vraiment. Normalement, on essaie de consulter les artistes si on peut. On a beaucoup d'artistes qui viennent et qui choisissent aussi les œuvres pour les salons, mais pas partout. Ça, c'est Ilona Ruek, ce qui est intéressant parce qu'elle a commencé comme peintre. Et on avait des peintures qui étaient un peu, disons, plus décoratives, avec des structures plutôt très, très couleureuses, très, très banques, disons. Et maintenant, il a repris le dessin plutôt. Et ce sont des frottages, ça aussi. Et donc, c'était bon pour nous d'avoir, disons, un artiste dans la collection qui travaille dans des différents médias, parce qu'on voulait représenter les médias. Et si on a même un artiste qui se bouge dans des aires différentes, tant mieux. Et vous savez, il y a aussi en Suisse, toutes les compagnies collectionnent de l'art suisse, parce que pour tous, c'est un engagement pour la scène suisse. Et la seule qui ne le fait pas, je crois, c'est l'UBS. Et ils ont dit que nous, on collectionne la photographie. Parce que la photographie, c'est une langue globale. C'est comme nous, c'est comme notre clientèle, c'est global. Hein. Et ça, je comprends ça, et ça fait beaucoup de sens en termes marketing, je crois. Et aussi, c'est une très importante collection de photos, bien sûr. Mais nous, on a fait tout à fait l'autre chose. On a essayé de garder la diversité. Et on a un budget moins... c'est pas tellement l'échelle de l'UBS, mais on a essayé de garder cet angle, peut-être de l'intimité aussi. Le cadre, je pense, c'est très important pour les dessins. Ils peuvent toujours garder leur propre valeur, disons, dans le cadre. C'est aussi des artistes qui disent ça. Ils peuvent vivre avec tout. Il y a le cadre et peut-être même le passe-partout pour rester avec soi-même. Et oui, et ça c'est le dernier, c'est le dessin de Franziska Furter que j'ai parlé avant, en encre de Chine, ce lac avec le mouvement de l'eau. Et donc, je ne sais pas, il n'y a pas de lumière naturelle dans cet foyer, et on a essayé de illuminer le mieux possible. Et maintenant, je pense que vraiment ça tire beaucoup, peut-être même plus que dans un musée, je ne sais pas, parce que c'est tellement un peu contraint, je ne sais pas. Oui. Franziska Furter, qui est d'ailleurs représentée par une galerie parisienne, Schleicher-Lange. Comment, en fait, est-ce qu'il y a des œuvres dans toutes les succursales du Crédit Suisse? Oui, placées, oui. Ouais. Et on a maintenant
un corporate architecture pour toutes les succursales. Ouais. Et c'est presque, on ne peut plus mettre des œuvres d'art suisse dans les zones de clients parce que dans les zones des employés, c'est tout ça open plan, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de place, il y a beaucoup trop de choses. Mais dans les salons de clients, dans le corporate architecture, on a toujours des lieux qui sont dédiés à l'art, où on a vraiment mis la bonne lumière et tout ça. Mais c'est la seule chose qui change dans les succursales, parce que l'architecture elle est la même maintenant partout. Et les accrochages sont temporaires? Il y a des changements? Also, jusqu'à maintenant, on change peut-être, on fait 30 succursales par année, mais quand on a fait tout, on peut commencer de changer, on a, je crois, 200. Mais peut-être 5 ans, ça reste environ. Et il n'y a pas des thématiques suisses qui sont recherchées dans les œuvres? Also dans les œuvres même, non, ils sont suisses, ils sont la sensibilité suisse. C'est plutôt l'origine, enfin, l'affiliation à une scène. Oui, c'est ça. Parce que c'est clair que par rapport à cette question de l'affiliation à une scène d'un pays, j'éviterai le mot national, mais d'un pays, c'est aussi des choses qui évoluent énormément. Dans un texte qu'on nous avait demandé pour justement une de ces expositions un peu panorama de la jeunesse suisse qui s'est tenue l'année dernière à Aarau, La jeunesse est un art. Nous avions fait un texte, Jean-Paul Follet et moi-même, qui s'intitulait L'artiste suisse culturellement hybridisé. Et c'est vrai que de plus en plus, les artistes bougent et ont des backgrounds culturels diversifiés et métissés. Et c'est vrai qu'on avait fait un peu des statistiques et on s'était rendu compte que sur les 49 artistes présentés dans cette exposition panorama un petit peu, il y en avait environ 75-76% qui avaient soit fait leurs études partiellement à l'étranger, soit des résidences à l'étranger, soit qui vivaient à l'étranger. Donc c'est une proportion extrêmement forte. Et donc ça veut dire que voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un artiste suisse aujourd'hui? Mais c'est valable pour tous les pays. Qu'est-ce qu'un artiste français aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un artiste allemand aujourd'hui? Et un des prolongements ou une des conséquences de cette interrogation qui est fondamentalement internationale va se passer à la Biennale de Venise de cette année, puisque vous savez que le pavillon allemand invite 4 artistes de 4 pays différents, un Chinois, un Indien, un Africain du Sud et un Allemand qui a une double nationalité. Et puis, en plus, l'Allemagne et la France, qui, elle expose André Serla, qui est d'origine albanaise, échangent leurs pavillons. Donc, voilà, il y aura deux projets qui s'emboîtent et qui s'encartent, et tout ça avec vraiment une grande volonté d'être international et de mélanger un petit peu les genres au niveau des provenances et des pays. C'est aussi une manière d'interroger la pertinence encore de ces pavillons nationaux dans une manifestation phare telle que la Biennale de Venise. Bon, voilà, ça c'est une petite digression, mais qui est quand même importante parce que finalement, voilà, nous, en tant que Centre culturel suisse, on nous demande tous les jours, mais alors vous exposez que des artistes suisses? Et après, on répond. Et la réponse c'est non. C'est oui en priorité, mais pour les expos, par exemple, les expos solo, c'est les Suisses, mais tout ce qui est thématique, tout ce qui est collectif, c'est un mélange que nous revendiquons. Et puis, nous aimons aussi provoquer des collaborations entre des Suisses et des gens qui viennent d'ailleurs. Petite référence bibliographique, il y a un magnifique livre qui est paru qui documente la collection du Crédit Suisse. Voilà. Nous allons glisser vers celui qui n'a pas encore parlé, mais qui a plein de choses à dire. Donc Didier Rittner, un artiste basé à Lausanne, qui enseigne également à la Haute École d'Art et de Design à Genève, qui est en ce moment en résidence à Londres, avec une des résidences, Landisungir, qui fait partie de cette offre de soutien aux artistes énorme en Suisse, que beaucoup de pays envient à la Suisse. Il faut quand même le reconnaître. On peut discuter de beaucoup de choses par rapport au système suisse, mais il y a quand même énormément de soutien aux artistes,
que ce soit au niveau de bourses, de prix, de Kunstambau, de résidences, d'aides diverses. Et ça fait aussi partie d'un background qui favorise la qualité des travaux et leur diffusion. Alors Didier, donc, on vous l'a dit, vous l'avez vu, qui est lauréat heureux, bravo, du prix Drawing Now 2013. Vous avez préparé une sélection d'images, donc je lui donne tout de suite la parole pour qu'il nous parle de sa pratique. Oui, bonjour à tous, puisque c'est la première fois que je prends la parole. Peut-être j'ai fait une petite sélection d'images pour un petit peu vous présenter ce que je fais, puisque je ne vais pas, peut-être moi, amener une analyse sur l'état du dessin en Suisse. Peut-être je vais juste situer comment moi j'ai démarré et pourquoi je me suis intéressé au dessin à un moment donné dans mon cursus. Suite aux études que j'ai faites à l'ECAL, à Lausanne, à un moment donné, on se trouvait aussi dans une période où je suis sorti en 96, où ce que nous voyions, ce que nous avons étudié était souvent très américain, principalement. C'était quand même la base des années 60-70, et c'était quand même des grandes références intellectuelle et donc évidemment, comme on a parlé avant, toute la part conceptuelle. Après, ce que nous voyions beaucoup, c'était quand même des productions assez gigantesques. Évidemment, il y avait énormément de petits lieux et d'expositions où on pouvait se retrouver et qui étaient plus proches de notre échelle. Mais on se retrouve aussi face à certaines œuvres qui n'étaient pas accessibles dans les possibilités de fabrication. En tout cas, quand on sort des Beaux-Arts, on n'a pas ces moyens-là. Donc on doit évidemment inventer. C'est peut-être un moment où on est encore capable d'inventer. Après, par la suite, j'espère toujours quand même. Donc pour moi, le dessin est arrivé un petit peu à ce moment de me dire même si je pratiquais du dessin en tant qu'étudiant, c'est d'arriver à trouver un moyen qui nous donne quelque part l'autonomie, une forme de liberté. Et je pense que c'est une des premières questions, peut-être une première chose qu'on essaye de régler, c'est cette notion de liberté. Et le dessin a été pour moi un bon moyen, même si je n'ai jamais fait que du dessin, c'était un bon moyen de centraliser. Et pourquoi ? Parce que ça utilise des moyens très simples, très directs, comme ça a été dit, et il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, il n'y a même pas besoin forcément d'atelier. Donc ça a été une première raison, donc qui devient un choix quand même relativement conceptuel. C'est aussi un moyen très simple que tout le monde peut identifier. C'est aussi une des raisons qui m'intéressait à le choisir. Tout le monde peut avoir un lien direct avec cet outil, puisqu'on en a sûrement tous fait petit. Je pense dans le monde entier, tout le monde a dessiné. Donc c'est peut-être une des choses qui relie l'humanité. Donc voilà, ça c'était des raisons de choix et aussi de pouvoir se dire comment je démarre ça. Après, il y a eu un certain nombre de dessins, il y a eu plusieurs formes pour que j'arrive à ce que vous voyez là sur l'écran. Mais en 2001, j'ai commencé une série sur des calques A4 en reproduisant des images que je récupérais, que les sources soient de la presse, de l'histoire de l'art, de mes propres images. Généralement, quand je fais une petite parenthèse, généralement quand il y a une règle qui s'installe, il y a toujours un dessin ou quelque chose pour la contredire. Donc voilà, donc il y a énormément de récupérations différentes. Et le dessin devient un filtre, devient un moyen quelque part d'intégrer cette image presque physiquement. Je suis un peu l'imprimante de cette image et je l'intègre en la reproduisant. Et évidemment, le geste de cette reproduction va aussi transformer l'image, donc ça va vers une nouvelle image, même si le sujet en est le même. Donc je peux parler des fois de dessin et des fois d'image pour les mêmes objets. Peut-être que tu peux juste avancer une.
Donc là, on voit un peu, de manière un peu plus proche, l'exemple de donc les petits dessins encadrés qui sont ces calques A4. Je me suis aussi arrêté à utiliser le crayon gris, une mine H assez dure, et voilà, le calque A4, pour éliminer d'une certaine manière toute cette recherche je dirais qu'il pourrait être de l'ordre de la découverte des matériaux possibles et me concentrer sur le processus je dirais des sujets qui m'intéressent dans le temps. Donc en 2001, j'ai commencé cette série et c'est en 2004, donc il y a quand même une certaine durée, pour qu'elle prenne forme, je dirais principalement par un titre. Le titre, c'est Libre de droit. C'est ce que l'on retrouve sur certaines encyclopédies d'images qui nous autorisent, telle l'Aventurine qu'on trouve ici en France, qui nous autorise d'utiliser de manière libre les images présentées. Et comme moi, je m'octroie le droit, entre guillemets, de récupérer des images, dans ce sens-là, je les redistribue de la même manière. D'où le titre de cette série-là, qui aujourd'hui, après plus de 12 ans, j'arrive aux 400 dessins. Alors 400 dessins, ça peut paraître une certaine quantité. Sur 12 ans, ce n'est pas forcément non plus gigantesque. Et, parce que j'ai aussi un processus assez lent dans la production du dessin. Et je crois que cette lenteur, en tout cas pour moi aujourd'hui, a une importance. C'est aussi une manière d'intégrer les choses. Hein. On est baigné par aussi l'avènement d'Internet a changé la donne et on est baigné par cette quantité immédiate d'images et de dessiner lentement au crayon gris, c'est presque absurde. Cette absurdité fait que ce ralentissement fait que je ne peux pas dessiner tout ce que je vois et ce que j'aimerais. Donc la mémoire que je retrace dans ce livre, elle est finalement hyper réduite par rapport au visuel que moi j'intègre. Et c'est ce qui m'intéresse parce qu'ils sont toujours présentés de manière chronologique. Et c'est quelque part une radiographie temporelle de ce que je traverse dans mon parcours d'artiste. Alors, je ne sais pas si je le ferai toute ma vie. Je ne crois pas que cette série doit être à la manière de Palka, mais peut-être, je n'en sais rien. Il y a des décisions qui se font à différents moments. Et donc là, ce que vous voyez, c'est l'exposition qui a eu lieu en 2010 au MAMCO, avec le même titre, donc Libre de droit. Et surtout, donc c'est le 4e étage, pour ceux qui connaissent. Et donc les dessins sont sur tous les murs extérieurs de cet étage. On a rajouté des cloisons parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc on a recréé une forme labyrinthique. À ce moment-là, il y avait à peu près 330 dessins. Et donc on pouvait voyager temporellement dans cette dizaine d'années de dessins. Toute la partie intérieure de la structure de l'étage est en papier peint. Donc ce sont des dessins retranscrits par le moyen du transfert, comme parlait Olivier avant pour le rideau, et qui recouvre tous les murs du sol au plafond à l'intérieur de l'espace, donc qui lui donne une dimension presque sculpturale, en tout cas physique. Et, donc voilà, qui dissocie par rapport au face-à-face temporel des dessins. Peut-être juste 2 mots sur le transfert, parce que souvent les gens se demandent, peut-être recule encore une fois, voilà, se demande comment c'est fabriqué. Donc à partir de ces dessins A4, je les numérise, je les retravaille, je peux les modifier. Il y a toujours, les couches restent toujours visibles dans mon processus. Et après, je vais les réimprimer sur une imprimante laser tout à fait standard, en l'occurrence une A3. Par une forme de grille au carré, je transfère l'encre de la photocopie par un produit chimique, quoi qu'elle trichloroéthylène. Donc c'est une forme d'impression. Impression artisanale et manuelle. Et en l'occurrence, là, je le fais sur des laits de papier peint, ce qui permet après de faire une tapisserie, un vrai papier peint de cette échelle-là. Donc c'est une pièce unique qui tend aussi à sa disparition, puisqu'à l'image suivante, on y arrive. Disparaître ici. Là, donc, c'était en 2003 à Motier, Art en plein air, qui est une exposition qui a lieu des échelles variables, mais en 3, 5, 7 ans.
Motier, c'est dans le canton de Neuchâtel, dans le Jura neuchâtelois, et c'est un haut lieu du romantisme. Rousseau et l'absinthe, pour ceux qui connaissent, pour simplifier. Et donc, on est invité à faire un travail dans la nature. Moi, j'ai repris une phrase qui vient d'un roman de Bret Easton Ellis, Moins que zéro, où il y a un panneau publicitaire qui écrit disparaître ici, bien sûr en anglais, que le narrateur va revisiter régulièrement dans le roman. Et c'est vraiment de nommer un lieu comme ça à travers voilà, une phrase qui amène à cette disparition. Ce qui m'intéressait à Motier, en l'occurrence, c'est que j'ai récupéré un vieux mur proche d'une gravière, donc un mur en béton qui n'est pas du tout naturel, et, où j'ai en fait brossé la typographie, la typo pour donner la lecture. Donc c'est plus une manière d'enlever que d'ajouter. Et donc c'est une forme de dessin aussi. Et la phrase va disparaître avec le temps et l'humidité qui va recouvrir ce mur. Voilà un autre exemple d'un dessin mural réalisé à Attitude en 2003 ou 2004. 2004, j'ai un plan, qui a été fait en plusieurs temps. Donc ça, c'est vraiment du crayon gris sur le mur, donc toujours un petit crayon gris, donc un travail très très long. Et il n'y a pas beaucoup de situations d'exposition qui permettent finalement de faire un dessin de cette facture-là, parce que sont 2 et 3 semaines à plein temps pour réaliser un dessin de 2,50 m de long. Donc voilà, on ne peut pas le faire partout. Et donc l'extérieur, le Pentagone, reprend une peinture de Stella à l'échelle, avec la modification de l'épaisseur de la ligne qui est différente, qui crée une perspective. Donc voilà, un imaginaire. Et dans un deuxième temps, j'ai rempli le Pentagone par une image vraiment imaginaire d'une forêt dite voilà, idéale. Ça vient d'une vieille gravure anonyme du 18e, je pense. Oui. Voilà une autre encore intervention murale, toujours avec la même technique du papier peint. J'ai mis celle-ci parce que voilà, parce qu'on parlait de Suisse, d'exposition, de musées et d'institutions. Là, on se trouve au Kunsthaus de Zurich pour l'exposition Shifting Identities qui a eu lieu en 2008. Voilà, le Kunsthaus organise plus ou moins tous les 10 ans une expo sur la jeune scène suisse. Voilà. Et, moi, j'ai pu intervenir dans les salles habituellement réservées aux collections, une partie des collections. Et je suis juste en dessus des Mondrian, Tiger Harp, voilà, cette Nagy aussi, il y en a un petit. Et ce que j'ai fait, j'ai redessiné. Si vous voyez les pièces, par exemple, la sculpture tout à droite, le dessin de la sculpture, c'est un Henri Moore qui se trouve à l'étage du dessous, et ainsi de suite. Et donc tous les petits tableaux sont au même endroit que l'étage du dessous. Donc quand on a les escaliers, on a une double vision. Et comme on parlait avant, les tableaux ne bougent pas des fois pendant 50 ans, 200 ans. Et effectivement, on peut avoir tendance à les oublier quand on pratique un musée régulièrement. Donc là, c'était comme une espèce de rappel vibratoire de ces œuvres. Là, c'est la galerie Langepoult qui me représente ici. Je vous l'ai montré, il y a un dessin que vous avez en l'occurrence pour l'instant, et une sculpture aussi pour amener le rapport entre le dessin et la sculpture. Ça, c'est du bois brûlé, et si on est en vue aérienne, on aurait le dessin d'un tableau de Malevich. Voilà. Donc c'est aussi les sculptures sont des objets très physiques, souvent les matériaux restent visibles, donc il y a aussi une proximité quelque part dans ce rapport-là au dessin. Là, c'est la même salle, c'est 3 ans après, l'expo suivante, avec un autre dessin mural fait avec de la poudre de graphite, une série de transferts qui sont des forêts. Et je voulais aussi montrer la sculpture d'avant parce que vous avez en bas, en tout petit, le versant de la même sculpture d'avant, mais minuscule, non brûlé, est exposé comme un tas de bois qui est en attente d'une éventuelle construction. Donc c'est aussi pour agir sur la mémoire des spectateurs qui auraient vu les 2 expositions. La grande sculpture s'appelait Wilderness, la petite Little Wilderness.
Donc c'est aussi comme si les éléments peuvent être activés ou ne pas être activés à un moment donné. Et dans ce sens-là, on continue sur la même exposition avec une grille qui est fixée au sol, qui elle-même se trouvait avant dans l'exposition du MAMCO pour fermer une salle. Donc je joue aussi dans la temporalité de mes propres expositions d'un endroit à un autre endroit, comme un fil. Et à l'extérieur, ce sont des éditions faites en transfert qui reprennent une série de verres brisés que j'ai recollés, refotographiés pour réaliser les transferts. L'origine de cette pièce provient d'un travail que nous avons fait ensemble en 2007 pour une exposition à Attitude. On devait obscurcir des vitres et j'avais cette idée de verre brisé pour pouvoir l'inverser et obscurcir pratiquement toutes les vitres. On n'en a pas eu besoin, il en est resté des verres brisés qui sont devenus une sculpture. Voilà. Et un dessin, pour être quand même dans le dessin, un dessin qui appartient à une autre banque à Lausanne, la Banque cantonale vaudoise, avec qui j'ai aussi un rapport privilégié depuis plusieurs années. Et m'ont passé cette commande. Et là, c'est un dessin au crayon gris qui fait on arrive au bout, qui fait 2,24 m de long par 135 et qui reprend le printemps de Botticelli où j'efface les personnages. Et donc, c'est pour ça que vous avez un certain nombre de répétitions dans le dessin. C'est l'effacement qui se fait par la récupération des éléments qui entourent les personnages. Ceci a aussi une certaine forme d'importance parce qu'il reste comme un terrain, c'est-à-dire un lieu de la mémoire, hein, comme une scène où il s'est passé quelque chose. Et pour terminer, aussi parce que c'est présenté ici et je voulais faire le lien, ce sont des petits dessins que j'ai réalisés en négatif. On peut passer à l'image d'après. Voilà. Ça, c'est le dessin qui vous donne l'exemple de ce que c'est dans Libre de droit, le format A4. Et si on revient avant, voilà. J'ai fait une impression de type photographique, comme si mon dessin était un négatif. Et là, l'image redevient positive. Et le seul indice est quelque part la bordure, qui est le calque, lui, en négatif. Donc, il y a souvent des couches, des jeux, des interprétations, des transformations qui s'additionnent évidemment avec le temps. Donc, je pense que voilà, quelques mots. On peut encore dire d'autres choses, mais c'est j'ai déjà pris la parole un bon moment. Mais il faut quand même profiter de la présence d'un artiste par rapport au titre de cette table ronde. Qu'est-ce qu'il y a de suisse dans ton travail, Didier? Alors, je n'en sais rien. Ça, par exemple, la photo qui m'a permis de faire ça, je l'ai fait à Chèvre, un lieu très suisse, voilà, par exemple. Non, à part ça, je ne sais pas. Moi, mes références, elles sont évidemment internationales, comme aujourd'hui pour tout le monde, parce que nous avons accès à tout. Déjà que j'étais aux études, mais je pense que voilà, les artistes sont toujours bougés, donc voilà, c'est peut-être parce que je vis en Suisse en grande partie, que je travaille en grande partie avec des gens qui sont dans cette région, d'ailleurs qu'ils soient suisses ou étrangers, ça n'a aucune importance. C'est plutôt d'être dans un endroit. Après, tu parlais de ton admiration pour un certain nombre d'artistes américains que tu as découvert pendant tes études. Est-ce qu'il y a quand même des maîtres suisses ou des artistes suisses qui sont particulièrement significatifs dans le champ du dessin, qui ont une certaine importance dans ton background, dans tes réflexions? Oui, à certaines périodes, évidemment, l'art concret a eu une forme d'importance, parce que même si je ne fais pas du tout d'art, on le verra plus dans les sculptures peut-être que dans les dessins, c'est quelque chose qui a peut-être aussi créé une identité graphique en Suisse. L'intérêt pour évidemment l'édition, l'imprimerie, la reproduction. Alors, c'est pas suisse en soi, mais c'est présent chez nous. Après, évidemment, des artistes comme Hodler restent toujours des bonnes références, mais peut-être parce qu'on a accès à eux dans les musées un peu plus que d'autres. Il y a pas, si on veut voir certains grands maîtres, nous sommes obligés de voyager de toute façon. Sinon, on n'en a qu'un tout petit peu. Donc, par exemple à Paris. Par exemple à Paris, où il y a des pièces extraordinaires, oui. Ça juste, c'est cet ouvrage qui est une sorte de version livre d'un grand projet qu'on avait fait ensemble avec Didier à Attitude en 2007.
si vous voulez vous amuser à déplier ce Leporello qui fait 8,20 m, je crois, de long. Donc si on calcule tous les deux pans et les deux côtés de chaque pan qui sont imprimés, et puis là vous avez les deux éditions libres de droit, donc celle qui avait été éditée en 2004 et la revue considérablement augmentée qui avait été éditée en 2010. Nous avons déjà dépassé l'heure qui nous était impartie, mais je crois que ça valait la peine parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été dites. Avant de conclure, parce qu'évidemment on aimerait encore parler un peu, mais avant de conclure, est-ce que vous avez envie de dire encore des choses sur cette question, sur la question du dessin, sur la collection, des réflexions Julie, André, Didier? Juste en écoutant Didier parler, ce qui me frappe aujourd'hui dans les pratiques du dessin et dans celle de Didier Rittner en particulier, mais pour d'autres artistes, c'est aussi le cas, c'est la question c'est le rapport au temps, en fait, que je trouve extrêmement intéressant et qui interroge, parce que le dessin a longtemps été une pratique d'hyper-efficacité. Si on pense à, je sais pas moi, à la caricature par exemple, mais aussi plus largement au dessin, à l'esquisse en fait, qu'on a pu réaliser pour ensuite élaborer un tableau en atelier. Je pense à, je sais pas moi, à l'école de Barbizon par exemple, tout ce moyen qu'offrait le dessin de croquer sur le motif un paysage, une expression, un visage, etc. Et aujourd'hui, on entend les artistes évoquer une forme de lenteur, et une forme de lenteur d'exécution, ou alors de manière de revisiter le temps, je dirais l'archive, le temps du passé, le temps, le souvenir, mais ça peut être aussi, si je pense à Marc Bauer, l'histoire. L'exposition du Centre culturel suisse porte sur la France sous l'occupation, donc c'est vraiment aussi un moment crucial, et c'est une manière très subjective, bien sûr, de revisiter l'histoire, de s'en souvenir, de s'immiscer soi-même dans cette histoire-là. Et ce rapport au temps, je le trouve extrêmement intéressant, et voilà, si je pouvais simplement retenir un aspect de ce qui se passe aujourd'hui dans les pratiques du dessin, évidemment pas dans toutes les pratiques, mais dans certaines, c'est cette manière à la fois de ralentir la production de l'image et peut-être de se rattacher, relier à des sources auxquelles on a évidemment accès de manière extrêmement rapide sur Internet, mais de se les réapproprier de manière subjective à travers peut-être une narration ou une réinterprétation de ces images qui sont à disposition. Voilà. Merci Julie. André Roger. Alors les questions. Je pensais à la promenade. En référence à Robert Walser, où j'ai l'impression que, pour moi, c'est très suisse, la promenade, le temps, je sais pas, c'est tout ce que je voulais dire. Didier, tu te promènes? Au MAMCO, ce que j'ai présenté avant, il y a cette idée-là. Mais c'est vrai que quand je parle de Motier, Rousseau, évidemment, qu'on ne peut pas y échapper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mais ça c'est une belle question, parce que est-ce que c'est une collection? On a défini, c'est une collection il y a 10 ans, on a dit c'est la collection de Crédit Suisse. Mais on a acheté de l'art depuis des 40 ans, une quarantaine des années. Et ça, pour nous, c'était vraiment une grande chose à faire, de se débarrasser de toutes ces choses qui ne sont stoppées, de vraiment faire
une collection. L'année passée, quand on a fait le livre, on a décidé, ce sont peut-être 50 artistes qu'on a vraiment, où on a un groupe des œuvres, où on a aussi des œuvres plus anciennes, et où ça vaut la peine de dire que ça fait un corps de la collection. Mais on a tellement des noms qui n'ajoutent pas à une collection. Mais ça vient de cette idée de promotion d'abord. Et maintenant, ça change, on réfléchit beaucoup plus, on achète beaucoup moins d'artistes. Et pour ça, je pense que maintenant, ça devient une collection. Mais ce n'est jamais dans le même lieu. Ce sont 300 bâtiments où c'est distribué. C'est pour ça aussi que des choses comme le web ou le livre sont importants, parce qu'on peut rassembler des choses qui ne sont jamais ensemble, vraiment. Bon. Oui, on a une page, oui. Et on refait au moment où on essaie d'ajouter plus et plus. Oui, vous trouvez collection du Crédit Suisse et puis Google. Ouais. Voilà, donc on ne va pas répondre par oui, par non à la question y a-t-il un dessin suisse. Vous l'avez compris, il y a des sensibilités, il y a des spécificités en Suisse sur la question du dessin, mais c'est plutôt une question pas de nationalité et surtout peut-être de regard et d'expérimentation. Et il y a évidemment une évolution considérable à travers le siècle et en particulier depuis les années 70 jusqu'à maintenant, avec, comme le disait Julie, la question du temps qui a un temps expanded time. Maintenant, il y a voilà, l'exposition au Centre culturel suisse. Marc Bauer est resté 3 semaines sur place pour réaliser une exposition de dessin. Donc ce n'est pas juste des croquis faits à la va-vite sur un coin de table. L'année dernière, Alain Huck a travaillé 7 mois pour réaliser 4 dessins de très grand format, 3,20 m par 2,20 m environ. Donc c'est un engagement considérable de temps par rapport à des dimensions gigantesques également. Donc là, on n'est plus tellement dans la logique du dessin qui peut se faire partout sur une feuille A4 ou sur un carnet de croquis. C'est d'autres paramètres. Quand Didier parlait de cette rapidité d'exécution ou de faire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est encore le cas pour certains projets, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Quand on a fait avec lui en 2007 cette exposition-là, où tous les murs étaient recouverts du papier peint, c'était quand même au moins 3 semaines de montage à 4 personnes sur place. Donc on est dans des paramètres, dans des logiques qui sont quand même assez compliquées. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on se dit toujours, quand par exemple on est confronté à des gros problèmes de matériel vidéo dans une exposition, on se dit la prochaine exposition, on va se réjouir, on va faire du dessin, ça va être tout simple. Ben, c'est pas non plus tout simple parfois. Voilà. Il y aurait encore, je pense, beaucoup de choses à dire. En guise de non-conclusion, je vous renvoie évidemment à Drawing Now et à toutes les expositions que vous pouvez voir à Paris, mais également à la librairie que le Centre culturel suisse tient dans ce salon, où vous découvrirez toute une série d'ouvrages spécifiquement sur le dessin, dont ceux-là. Et puis, quand même une petite annonce, c'est-à-dire que Christine Pal et Karen Tissot nous avaient demandé de proposer quelque chose d'un peu festif, d'un peu événementiel au Centre culturel suisse, en guise un petit peu de finissage ou de pré-finissage. Et nous avons proposé donc un ciné-concert qui aura lieu demain à 20h au Centre culturel suisse. Donc projection du premier film d'animation de Marc Bauer, dont l'exposition est encore visible jusqu'à dimanche, de 13h à 19h. Et cet événement, parce que c'est encore, ce travail ne se voit que sous forme d'événement, donc c'est projection d'un film d'animation de 27 minutes, ce qui est énorme, avec un live du groupe rock Kafka de Clermont-Ferrand, puisque le plasticien Marc Bauer et les musiciens de Kafka ont travaillé ensemble à la réalisation de ce film, qui a été présenté en première au mois de janvier. Donc voilà, demain, si le cœur vous en dit, 20h, enfin ça sera plutôt 20h20, 25 pour laisser les gens sortir de Drawing Now et arriver chez nous. Un événement voilà, auquel vous êtes évidemment tous conviés. L'entrée est gratuite, mais il est bon de réserver parce que c'est déjà plein en fait. Mais on trouvera de la place.
On trouvera de la place. Voilà. Merci.